Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjeux. Cette semaine, comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va parler des Alouettes qui ont encaissé leur premier revers de la saison la semaine dernière, mais ils vont avoir une chance de se reprendre samedi soir contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et ce sera encore une fois McLeod Bethel-Thompson qui sera au poste de carrière partant. On va jaser des actualités du côté de la NFL, étant donné qu'il y a eu une grosse transaction lundi entre les Steelers et les Dolphins de Miami. Et Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football hebdomadaire. Cette fois-ci, il va nous parler de son classement du top 20 à la position d'ailier rapproché. Alors, cet épisode du podcast Sac du Car commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, avant de parler de football, oui, on va parler de boxe un peu, puisque la semaine dernière, on avait reçu Léla de Baudouin comme invitée. Elle avait son combat vendredi soir à Québec, et Léla a gagné de brillante façon, là. Effectivement, une victoire par TKO, KO technique en français. On peut Oui, voir les au images sixième là. round. Oui, Ouais, puis sixième moi, c'est sa round. réaction. Hey, sa réaction, là, regarde-moi ça, comment elle sautait de joie, comment elle était heureuse de l'avoir emporté, surtout de cette façon-là. Là. Écoute, là, ça a vraiment été toute une performance. Alors, écoute, je tiens à féliciter Léla pour sa belle victoire. Elle est en mesure de défendre sa ceinture de la WBO internationale. Alors, une victoire fracassante de la part de Léla Baudouin, puis j'ai hâte de voir la suite des choses pour la sympathique boxeuse. Là, c'est quoi? Elle a seulement une défaite, hein? Je pense, c'est bien ça, Didier? Oui, il me semble que oui, oui, juste une défaite en carrière. Donc, je pense que c'était un combat important pour elle, là, pour la suite, comme tu dis, pour la suite des choses, puis pour pouvoir grimper dans les classements, parce que puis avoir une chance à peut-être de meilleures ceintures ou des ceintures plus prestigieuses, non? Oui, absolument. Écoute, ça a été une victoire étincelante contre une très bonne adversaire, comme Leila nous l'avait dit. Et puis, ben, c'est ça, une victoire convaincante. Alors ça, en théorie, ça devrait lui ouvrir la porte afin d'avoir d'autres opportunités. En tout cas, on lui souhaite sincèrement. On vous a pas dit, mais mesdames, messieurs, le Sac du Corps est un podcast de boxe aujourd'hui. Alors, Didier, Serrano Taylor 3, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu penses qui va gagner le troisième? Non, non, c'est une blague. Ouais, Passons la maintenant aux trilogie. Hey, il y a Alouettes. Tamara Thibault, toutefois, il y a une Québécoise qui va être dans la Oui. sous-carte. Tamara Thibault, l'Olympienne, qui va se battre, Oui. elle qui a entamé là, sa carrière professionnelle depuis quoi, l'hiver dernier, environ. Mhm. Fait que, non, je vais surveiller ça pour Tamara, définitivement, dont le père est un ancien joueur de football contre qui j'avais joué au cégep à l'époque, jadis. Fait que, ça, c'est rien pour me rajeunir, toutefois. Passons maintenant aux Alouettes, Didier, parce que la grosse nouvelle, bon, ils affrontent les Lions de la Colombie-Britannique ce samedi, mais la grosse nouvelle, c'est que McLeod Bethel-Thompson devrait obtenir un deuxième départ consécutif. Il avait subi la défaite à son premier départ la semaine dernière. Et on devra connaître, pour aider McLeod Bethel-Thompson, Didier, on devra vraiment avoir un meilleur plan de match, spécialement au sol. Didier, on n'a vraiment pas couru avec le ballon à bon escient. En fait, le meneur pour les verges au sol lors du match contre les Tiger Cats, ben, c'est McLeod Bethel-Thompson. Ouais. Puis il est loin d'être Lamar Jackson, il est loin d'être Trey Ford. On s'entend, c'est pas une carrière athlétique. Mais écoute, c'est facile là, de pointer Bethel Thompson du doigt. On va revenir sur sa performance un peu plus tard. Mais moi, c'est une des choses que j'ai retenues de la défaite des Alouettes vendredi soir dernier à Hamilton. Ça a été le mauvais plan de match du côté de l'attaque, carrément. Puis ben Jason Maas l'a reconnu lorsqu'on lui a parlé après le premier entraînement de la semaine en vue de la rencontre de samedi contre les Lions de la Colombie-Britannique. Ce qu'il faut comprendre, bon, il y a eu beaucoup de jeux d'options passe et course qui sont devenus des jeux de passe en raison de la lecture de Bethel Thompson et de qu'est-ce que la défense des Tiger Cats offrait aux Alouettes. Mais quand même, tu l'as mentionné, 3 courses, 19 verges pour Bethel Thompson. Travis Tice, une course seulement, une course de 11 verges, mais on lui a remis le ballon seulement une fois. Caleb Evans, 3 courses, 5 verges, mais on sait que Caleb Evans est le spécialiste des faux flats du corps. Bien sûr, Stevie Scott, seulement une course. Shanton Marlington, 2 courses pour une verge. On a habillé Marc-André 3 porteurs de ballon parce qu'on n'était pas certain de l'état de santé de Tom Marlington, bien qu'il était à son poste. Puis finalement, bon, il était en santé. Mais
trois porteurs de ballon, on a habillé trois porteurs de ballon et on n'a pas couru avec le ballon, avec notre carrière réserviste sur la route en plus. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Mais au moins, j'ai aimé que Jason Mars, bon, l'a reconnu. Puis j'ose croire que samedi soir contre les Lions de la Colombie-Britannique, ben justement, on va revoir une sélection de jeux similaire à ce qu'on avait vu lors des trois premiers matchs de la saison, puisqu'on en a discuté ensemble, toi et moi. Ça avait ajouté un élément de robustesse, le fait qu'on avait utilisé le jeu au sol tôt lors de nos rencontres. Là, ça n'a pas été le cas. Puis je sais qu'on est souvent tombé en deuxième et long du côté des Alouettes. Ça a dérouté d'une certaine façon le plan de match, mais quand même, on n'a pas essayé de courir. Puis ça, je trouve que c'est vraiment déplorable lorsqu'on jouait sur un terrain adverse avec notre carrière réserviste qui effectuait son premier départ de la saison. C'est pas la première fois qu'on reproche à Jason Maas de laisser tomber le jeu au sol rapidement. Je sais pas, Didier, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui cause ça au cours d'un match? Est-ce que ça peut être simplement aussi nono qu'on oublie un peu de courir avec le ballon dans le plan de match au cours d'un match? Ou c'est euh, vraiment on est conscient qu'on abandonne cette facette-là du jeu en attaque? Ben, de courir avec le ballon, ça demande de la patience, d'abord et avant tout. Là, en premier, tu dois avoir confiance qu'éventuellement, les courses de 2-3 verges vont devenir des gains de 4, 5, 6, 7 verges. Mais comme je l'ai mentionné, c'est que du côté des Alouettes, on utilise beaucoup des jeux, des RPO qu'on appelle en langage de football, où selon la lecture, ben, des fois, on va remettre le ballon au porteur de ballon, ou des fois, on va tenter une passe. Mais il arrive un moment où tu dois sectionner tout simplement des courses où il n'y a pas d'option. Comme on l'a fait au début de la saison, on voit que les Alouettes sont en mesure de le faire. Tu sais, souviens-toi, le premier match de la saison contre le Rouge et Noir d'Ottawa, la première séquence, oui, ça s'était terminé par un botté de précision raté de José Maltos. Mais toutefois, qu'est-ce qui avait donné le ton à cette rencontre? Ça avait été le jeu au sol et Sean Thomas Erlington. La ligne à l'attaque avait fait du bon travail afin de bloquer, de lui créer des brèches. Ça a été le cas lors des trois premières rencontres. Et puis là, on n'a pas fait ça la semaine dernière. Alors, encore une fois, ça souhaitait qu'on va le faire. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Donc, il y a les circonstances lorsqu'on se retrouve souvent en deuxième et long, pour répondre à ta question, lorsqu'on se retrouve souvent en deuxième essai et long, là, ça peut venir dérouter notre plan de match lorsqu'on a l'intention de courir. Si on n'est pas capable de gagner la bataille du premier essai, qui est crucial. Mais si tu te mets à passer le ballon en premier essai, puis là, tu as une passe incomplète, là, tu te retrouves en deuxième et 10. Là, devine quoi? Ben, tu vas sélectionner une autre passe. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça, écoute, Jason Mars, des fois, il oublie d'utiliser le jeu au sol. L'année dernière, c'était différent. Avec Walter Fletcher dans le champ arrière, qui n'était pas nécessairement un porteur de ballon robuste, je pouvais comprendre. Mais le fait qu'on a libéré Fletcher, c'était pour avoir un changement d'identité du côté de l'attaque. C'était pour être plus robuste. C'est les Alouettes eux-mêmes qui nous l'ont dit lorsqu'ils ont expliqué la décision pourquoi ils ont libéré Walter Fletcher. Là, on s'est complètement éloigné de ça vendredi soir dernier à Hamilton. C'est aussi une question de ligne à l'attaque qui a clairement connu son pire match de la saison. Peut-être quand Jason Maas ou le sélectionneur de jeu en attaque a vu que la ligne à l'attaque en avait plein les bras, peut-être qu'on s'est dit, ouais, peut-être que le jeu au sol aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée, non? Ben justement, afin d'aider ta ligne à l'attaque lorsqu'elle a des ennuis en termes de protection puis qu'elle se fait brasser par la ligne défensive adverse, cours avec le ballon. Parce que lorsque tu cours avec le ballon, ben là, tes joueurs de la ligne à l'attaque vont vers l'avant. Là, ils peuvent utiliser leur agressivité, leur robustesse, plutôt que lorsque tu sélectionnes des jeux de passe, ben là, la ligne à l'attaque, elle recule, elle est en protection. Là, c'est comme si tu joues d'une façon un peu plus passive. Donc, encore une fois, c'est un argument de plus pour utiliser le jeu au sol du côté des Alouettes. Mais je le répète, tu étais sur la route. C'est un match important pour les Tiger Cats. D'aucune façon, Hamilton, Marc-André voulait rien savoir de commencer 3-0. OK? On devait bien douter qu'on allait jouer de façon coriace. Il faut donner crédit à l'unité défensive également des Tiger Cats qui a bien joué. Mais c'était un match important parce que l'année dernière, Hamilton a commencé 0-5. Là, on voulait absolument éviter ça. On jouait devant nos partisans, on portait notre troisième uniforme, on avait le deuxième logo sur le terrain, là, le H sur le casque, également le H pour la ville d'Hamilton et son surnom de Hammer. Puis je sais pas pourquoi c'est aussi important que ça pour eux, le H. J'aurais peut-être dû poser la question à quelqu'un lorsque j'étais à Hamilton, mais bref. Ça pour dire que c'était un match important. Il y avait quand même une belle foule j'allais dire au Tim Hortons Field, mais là, ça a changé le nom. Il faut dire le
stade de Hamilton, tout simplement. Donc, il y avait une belle foule au stade de Hamilton. Bref, les Alouettes auraient pu gagner ce match-là parce que malgré tous les déboires qu'on a eus en attaque, le match a été serré là, jusqu'au quatrième quart. Si on revient à la performance de McLeod Bethel-Thompson, qui avait le cacaba cette semaine à l'entraînement lorsque toi-même tu l'as interviewé. 24 en 41, c'est beaucoup de passes, 41 pour un quart C'est substitut. trop. C'est trop. Même si c'est un vieux routier qui a de l'expérience, 41 passes sur la route, quand tu me dis 203 verges, une passe de toucher, deux interceptions contre Hamilton. Vraiment, il va avoir l'occasion de se racheter, puis ça, c'est une bonne chose pour lui. Là. Ben, je lui souhaite, honnêtement, parce que bon, t'as parlé, là, tu sais, t'as vu les clips que j'ai recueillis, oui, Mhm. à la suite du premier entraînement, tu viens de le mentionner, il avait la mine des fêtes, puis c'est la même chose après le match. Puis j'avais trouvé ça frappant, je me sentais mal pour lui, parce qu'en tant que carrière réserviste, tu veux jamais être la raison pour laquelle l'équipe perd. Puis il n'est pas la seule raison, on vient de parler, là, du mauvais plan de match là, du côté de l'attaque des Alouettes, mais il a été victime de deux revirements qui ont coûté 14 points. Une interception retournée pour un toucher qu'on voit à l'écran. Après ça, il a échappé le ballon dans la zone des buts. Ça a été recouvré pour 6 points du côté de l'attaque des Tiger Cats de Hamilton. Comme je l'ai mentionné, malgré tout ça, le match avait été serré parce que la défense des Alouettes a bien joué. Alors, Bethel Thompson, je me souviens, lorsque je l'ai interviewé immédiatement après la rencontre, Marc-André, le contraste qu'il y avait dans son visage comparativement à quelques jours auparavant durant la semaine de préparation, il était, tu sais, tu le vois, il a dit lui-même là, qu'il était heureux d'avoir l'opportunité d'être un membre des Alouettes, surtout que la saison dernière à Edmonton, ça a été difficile. Puis lui, il voulait juste contribuer, il voulait mener les Alouettes à une victoire. Il avait ses yeux brillaient là, lorsqu'on l'interviewait la semaine dernière. En passant, il avait connu une très bonne semaine d'entraînement. Là. À l'entraînement, il était très précis. Puis c'est pour ça, encore une fois, les entraînements, c'est bien beau, mais moi, je me la pèle à douce lorsque je juge une carrière durant les entraînements. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, je t'avais dit, durant le camp d'entraînement, Davis Alexander avait été victime d'interception, mais tu sais, j'en avais pas parlé beaucoup parce que je suis pas dans le caucus, je sais pas qu'est-ce que Alexander essaie d'accomplir durant les séances d'entraînement. Puis quand la saison régulière est arrivée, ben, il a très bien protégé le ballon. Mais là, c'était l'inverse côté de Bethel Thompson. Ses belles performances durant la semaine de préparation ne se sont pas transportées sur le terrain. Là, on a parlé du fait que le plan de match était déficient selon moi, du côté des Alouettes. La ligne à attaque, t'en as parlé, on ne l'a pas bien protégé non plus. Donc, Bethel Thompson, c'est un joueur qui est travaillant. Après toutes les séances d'entraînement, il reste afin de reviser des jeux avec ses receveurs de passes, afin de lancer des passes supplémentaires pour développer une chimie avec ses receveurs de passes. Moi, je lui souhaite de tout cœur d'être en mesure de rebondir. En plus de ça, le match va être devant les partisans des Alouettes au stade de Percival Moulton samedi soir. En tout cas, je lui souhaite, on va voir, parce que ça, sincèrement, je crois pas. Je sais que Bethel Thompson, euh, il est capable d'être victime de revirements, mais ce genre de performance-là, il est meilleur que ça. C'est une meilleure carrière que qu'est-ce qu'on a vu à Hamilton. Donc, je lui souhaite d'être en mesure de rebondir contre les Lions de la Colombie-Britannique. C'est vraiment, selon moi, peut-être quelques jeux importants qui ont fait changer ou qui ont changé l'issue du match. On parle de Bethel Thompson, on parle Mhm. de l'échapper en fin de match, les deux interceptions, interception retournée pour un toucher et, comme dirait ma mère, là, la garnotte qui a lancé à Tice, qui était à, Ouais, qui était ouf. à deux verges de lui. Là. Ben Il y a peut-être oui. des. Ouais. Mais sinon, c'était pas. J'ai trouvé que il s'est quand même bien débrouillé. Il y avait pas, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de temps. Il a manqué, je pense, quelques passes importantes aussi lors des moments Ouais. cruciaux qui auraient pu changer l'allure de la rencontre. Mais somme toute, moi aussi, je suis convaincu que McLeod Bethel-Thompson, ben en fait, on le sait que McLeod Bethel-Thompson est un meilleur corps que ça. Là. Il a de l'expérience dans la Ligue canadienne, il a déjà gagné dans la Ligue canadienne. Bref, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir rebondir moi aussi. Oui, parce que lui-même, il l'a dit, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, tu sais, les quelques passes qu'il a ratées, il en manquait pas beaucoup. Lui-même, il a dit après l'entraînement de mardi, il dit, écoute, le football, là, c'est un sport de pouces, c'est un sport of inches, tu sais, c'est une question de pouces. Une passe un petit peu plus précise aurait peut-être pu faire la différence ici et là. Tu sais, il en manquait pas beaucoup, là. Parce que malgré tout ça, les Alouettes ben, étaient dans le match.
Alors, moi, j'ai pas été impressionné nécessairement par Hamilton, surtout l'attaque des Tiger Cats de Hamilton. Bref, on va devoir tourner la page du côté des Alouettes. On va voir s'il sera en mesure de le faire. On verra si Bethel Thompson sera en mesure de le faire, parce qu'il avait vraiment la mine défaite après la rencontre, ce qui est normal. Mais même lorsqu'on l'a interviewé après la séance d'entraînement de mardi, il a dit, hein, on lui a demandé est-ce qu'il avait digéré la défaite. Il a dit non, non, je ne l'ai pas digéré, puis je vais pas la digérer. Alors, j'espère encore une fois qu'il sera en mesure de nous montrer, de jouer à son standard, de jouer au niveau dont il était capable samedi soir contre les Lions. Austin Mack va rater un deuxième match de suite à la suite d'une blessure aux ischio-jambiers. Les Alouettes ont signé cette semaine Alexander Hollins, l'ancien justement des Lions. On dit du côté des Oui. Alouettes qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, Didier? Moi, c'est la question que je me pose. Sincèrement, j'ai bien hâte de voir ça. C'est ce que les Alouettes nous disent. Il semble indiquer qu'il n'y aura pas de séjour sur la liste des blessés de 6 matchs pour Austin Mack. On va attendre parce que bon, le match a lieu samedi. Donc vendredi, en fin d'avant-midi, les Alouettes vont dévoiler leur formation pour la rencontre. J'ai hâte de voir si Mack sera bel et bien seulement sur la liste des blessés d'un match, qui ne va pas se retrouver sur la liste des blessés de 6 matchs. Mais malheureusement pour Austin Mack, c'est l'histoire qui se répète, Marc-André. Depuis son arrivée avec les Alouettes, on sait qu'il est talentueux, mais il rate des matchs. Blessure aux ischio-jambiers, à une cheville l'année dernière, ça fait en sorte qu'il s'est retrouvé sur la liste des blessés en fin de saison. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il peut juste rester en santé? Euh, Jusqu'à présent, la réponse est non, parce que même lorsqu'il était dans la NFL, lors de son premier séjour dans la NFL, c'est ça qui a mis fin à son premier séjour dans la NFL, c'est qu'il avait subi des blessures aux ischio-jambiers. Puis là, c'est l'histoire qui se répète pour Mac, qui est talentueux. Donc, on va voir, mais clairement, il va rater un deuxième match de suite. Mais moi, c'est ce que je vais surveiller. Lorsque les Alouettes vont dévoiler leur formation vendredi, où sera le nom d'Awesome Mack? Du côté de la liste des blessés d'un joueur ou s'il va se retrouver sur la liste des blessés de 6 matchs parce que la mise sous contrat d'Alexander Hollins, qui est un bon receveur de passe en passant, là, il y a 2 ans, il avait gagné plus de 1000 verges avec les Lions. Il avait inscrit 9 touchés. La saison dernière, ben, sa saison a été déroutée en raison de blessures. Il avait participé au camp des Elks d'Edmonton. Il a été libéré parce que les Elks voulaient garder plus de receveurs canadiens qu'américains. Mais tout ça pour dire que Alexander Hollins, c'est un bon joueur de football, c'est un bon receveur de passe qui est capable de réussir des jeux explosifs. Alors, ça va être quelque chose à surveiller, ça, au cours des prochains jours. Je crois pas qu'Hollins doit se rendre en uniforme samedi. Il a d'ailleurs été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne en 2003, à l'issue de la saison 2023, pardon. 1173 verges, 9 touchés, comme tu l'as dit. Donc, il pourrait prêter main forte aux Alouettes, Alexander Hollins. Comme tu dis, c'est un bon receveur. Mais dans le prochain match, donc c'est on une le bonne police rappelle, d'assurance pour si on a des blessés à la position de receveur. Ça devient une très bonne police d'assurance. donc on le rappelle, Lyon-Alouette, samedi 5 juillet à 19h. Ça va être sur les ondes d'RDS, évidemment. Les choses à surveiller là-dessus, ben, du côté des Lions, Didier, ça fait 2 matchs que Nathan Rourke n'est pas au poste de corps. On a perdu les 2 matchs du côté des Lions. On a une fiche de 1-3 cette saison. Par contre, Nathan Rourke a pris la majorité des séquences en attaque avec la première unité à l'entraînement cette semaine. Son cas demeure incertain. C'est ça la grosse nouvelle du côté des Lions. Puis ça pourrait changer justement le plan de match des Alouettes là, face aux Lions samedi. Ouais, les Lions ont plusieurs joueurs clés qui traînent des blessures, en plus des carrières. Puis c'est Jamar Muzzoli, carrière numéro 2, lui aussi est ennuyé par une blessure. Il y a l'excellent Mathieu Betts qui est ennuyé par une blessure à un coude. Il a été limité lors du premier entraînement de la semaine. On enregistre le podcast jeudi matin, alors on va voir la suite des choses également du côté des Lions. Les 2 carrières vont être à surveiller. Bethel Thompson, on vient d'en parler en long et en large, mais c'est la même chose pour Nathan Rourke, étant donné qu'il a raté les 2 derniers matchs en raison d'une blessure aux abdominaux, aux obliques. Donc, on va surveiller. Est-ce que ça va le déranger s'il est bel et bien à son poste samedi? Il y a un autre joueur du côté des Lions qu'il faut surveiller, c'est l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval, le maraudeur Christophe Beaulieu, qui connaît vraiment un excellent début de saison. On a vu Christophe comme invité au podcast la saison dernière. Écoute, il en est seulement à sa 2e année dans la Ligue canadienne, mais à chaque semaine, il réussit des jeux d'impact.
du côté des Lions. Il a réussi sa première interception il y a quelques semaines. Il est allé d'un plaqué percutant la semaine dernière. Il a complètement séparé le receveur de passe du ballon. Alors, ouais, il joue très bien pour les Lions. Alors, ça va être un autre joueur qui sera à surveiller du côté de la formation de la Colombie-Britannique samedi soir. Et Mathieu Betts également, un autre ancien du Rouge et Or. 2 sacs du corps Oui. cette saison, donc j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir Mathieu Betts, là, demeure l'une des références là, dans la Ligue canadienne. J'ai bien hâte de voir ce qu'il pourra faire contre les Alouettes. Ouais, puis il Avant de vient de passer. Montréal, va jouer devant parents et amis. Puis j'imagine ça va être la même chose du côté de Beaulieu. Sûrement, parents et amis seront présents dans les estrades du Stade Percival Molson pour les voir jouer. Donc, il n'y a aucun doute qu'eux, ils vont essayer d'en donner un peu plus. Ça c'est certain. Avant de passer aux actualités de la NFL, Didier, j'inviterais les gens à s'abonner sur nos plateformes, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Le Sac du Corps. On a une page Facebook depuis peu, on a une page Instagram également depuis peu, notre page YouTube également, Didier. Cliquez sur le bouton pour s'abonner, cliquez sur le bouton j'aime, commentez également, on aime ça vous lire, on essaie de vous répondre aussi, d'être le plus présent sur les médias sociaux. Écoute, je regardais ça, Didier, rapidement, là. Le Québec, là, la population du Québec en ce moment est de 9 millions à peu près. Fait que si on a juste Ouais. 1% de cette population-là qui s'abonne à notre chaîne YouTube, écoute, on tient quelque chose peut-être. J'en demande pas gros, là, c'est seulement 1%. Je pense qu'on approche, on a plus de 650 personnes sur notre chaîne YouTube en ce moment. On vise les plus hauts sommets, évidemment. Euh, Ça serait le fun d'avoir 700, disons, avant la fin de l'été au moins. Ah, on va l'avoir avec le début des camps de la NFL là, qui s'en vient. Mine de rien, hey, les Ouais. camps commencent à la fin du mois. Là. On est rendu au mois de juillet. Ça va vite, là, ça va très vite. Alors, j'avais vu une publication, je me souviens pas si c'était sur Instagram ou sur X, qui disait que dans 10 semaines, c'est ça, c'est dimanche, j'ai vu ça, qu'il restait juste 10 dimanches sans football de la NFL. Donc, ça arrive très vite, mais d'abord, on va profiter de notre été, d'abord et avant tout. Puis on va voir Ouais, si les Alouettes vont pouvoir gagner samedi soir. Mais oui, mais on invite les gens à partager nos publications. Hein, publications qu'on exact. met sur le compte, sur la page Instagram du podcast, le Sac du Corps, également sur la page Facebook. Puis on a d'autres contenus qui s'en viennent pour vous également là, avec l'approche du début de la saison de la NFL, une fois que la saison de la NFL va commencer. Alors oui, partagez nos publications avec vos amis qui sont également des mordus de football, des Alouettes et de la NFL. Passons maintenant à l'actualité dans la NFL. Il y a eu une grosse transaction, évidemment. Lundi, t'as marqué lundi? C'était lundi, cette transaction-là? Oui, oui, c'est ça. C'était Oui, lundi, oui, la c'est lundi, transaction ouais. entre. On est Écoute, j'étais mélangé avec nos convaincu. journées, avec le congé, la Oh, fête du Canada et ouais, tout, là. C'est un peu bizarre comme semaine, ouais. En fait, les 2 dernières les, semaines, même la semaine dernière avec la Saint-Jean. Ouais. les Steelers ont échangé Jalen Ramsey et le lien rapproché Jonnu Smith. Jalen Ramsey, qui est un demi de coin, un demi-défensif, contre aux Dolphins, contre Minka Fitzpatrick. Et non, ben, oui, c'est ça. Jalen Ramsey a été échangé. Écoute, c'est pas facile là, un matin, Marc-André. Jalen Ramsey a Tu été l'as échangé devant des toi. Dolphins. Laisse faire ta feuille, puis regarde le beau tableau que Guillaume a préparé. Ça va être plus simple. OK, les Dolphins ont acquis Minka Fitzpatrick, un choix de 5e ronde en 2027. Et les Steelers, eux, ont acquis Jalen Ramsey, Jonnu Smith et un choix de 7e ronde en 2027. Donc, une transaction de demi de coin vétéran dans la NFL. Et Jonnu Smith, c'est quand même intriguant là, que les Dolphins le laissent partir. Ben, c'est intriguant. C'est intriguant jusqu'à temps on va en parler plus tard, que Darren Waller ressuscite. Mais oui, Mhm, ouais. toi, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction-là là, lorsque tu as vu ça débouler lundi? Là? Ben, les Steelers ont été actifs là, durant la saison morte. Hein? Puis traditionnellement, les Steelers, c'est pas une équipe qui complète plusieurs transactions. Mais là, on a complété la transaction en fait d'année DK Metcalf. Bon, bien sûr, il y a eu la saga Aaron Rodgers. On a changé de carrière en partant. Puis là, on va chercher Jalen Ramsey. On avait un besoin à la position de demi-coin à l'opposé de Joey Porter Jr.
Puis Ramsey, polyvalent, plus polyvalent que Minkah Fitzpatrick. Minkah Fitzpatrick, bon, c'est un excellent maraudeur, mais il joue juste à la position de maraudeur, alors que Ramsey, bon, naturellement, demi de coin, je peux jouer à la position de demi de coin intérieur également. Puis c'est un joueur qui est quand même robuste pour un demi de coin. On pense qu'il pourrait éventuellement faire la transition à la position de maraudeur. Donc, il pourrait lui rester plus d'années à jouer à un haut niveau comparativement à Minkah Fitzpatrick. Pense un peu à Charles Woodson. Charles Woodson, à l'époque, qui avait commencé sa carrière comme demi-coin, était un des meilleurs demi-coins de la NFL. Puis là, lorsqu'il a commencé à vieillir, a fait la transition à la position de maraudeur. Puis là, il est devenu un des meilleurs maraudeurs de la NFL. Alors, c'est peut-être qu'est-ce qu'on envisage du côté des Steelers. Deuxième chose, du côté de Pittsburgh, on mise sur ce qui est possiblement c'est pas la meilleure ligne défensive de la NFL. Le front de la défense des Steelers est vraiment solide. Puis une façon de rendre ce front-là encore plus performant, ben, c'est de s'améliorer en termes de couverture avec nos demi-défensifs. Alors, l'ajout de Ramsey, avec l'ajout de l'autre vétéran demi-coin, là, Darius Slay. qui a porté les couleurs. Oui, c'est ça, Darius Slay. Ça indique qu'on veut vraiment s'améliorer à ce niveau-là du côté des Steelers. Parce que une chose qui devenait frappante l'année dernière, lorsqu'on regardait la défense des Steelers, les carrières adverses se débarrassaient rapidement du ballon. Ça faisait partie du plan de match des équipes adverses de se débarrasser rapidement du ballon afin que la pression générée par TJ Watt et compagnie n'ait pas le temps de se rendre. Mais là, si tu peux t'améliorer en couverture, ça va faire en sorte que le carrière va devoir conserver le ballon plus longtemps. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir utiliser des couvertures différentes, tu sais, pas juste jouer autant de zones qu'on le faisait. On va pouvoir mélanger ça avec la zone de couverture homme à homme et tout. Là, ça va faire en sorte que peut-être qu'on va pouvoir générer plus de pression, plus de sacs du côté des Steelers. Donc, tout ça, ça devrait aider le front et la ligne défensive de Pittsburgh, je crois, à l'arrivée de Jalen Ramsey, également de Darius Slay. La seule chose, c'est du côté de Pittsburgh, maintenant, Marc-André, on est vieux, là. On ne s'est pas rajeuni là, durant la saison morte. Bon, l'arrivée d'Aaron Rodgers, on le sait, c'est juste pour une saison. DK Metcalf, si je ne me trompe pas, est plus vieux que George Pickens par 2 ans au moins. Puis là, on vient d'aller chercher Jalen Ramsey, qui lui aussi est vieillissant. Donc, on essaie de gagner dès cette année du côté de Pittsburgh. Soudainement, les Steelers sont très intrigants. Là, OK? Ils sont très intrigants. J'ai hâte de voir si tout ça, ça va fonctionner, l'arrivée de ces vétérans-là à Pittsburgh. Ouf. Moi Toi, aussi, t'es je pas pense que convaincu, ça... là, déjà, là. Ouf. Mais moi aussi, je pense que ça en dit long sur ce qu'on veut faire du côté des Steelers cette année. C'est-à-dire qu'on a 1 an, on a Aaron Rodgers sur un contrat d'1 an, on a des vétérans comme Darius Slay, tu en as parlé maintenant, Ramsey. D'après moi, c'est le tout pour le tout cette année. On veut essayer de participer aux éliminatoires puis d'essayer de faire un bout de chemin en éliminatoire. Puis peut-être se dire, si jamais ça ne fonctionne pas cette année, là, on va démolir la maison puis on va reconstruire comme il faut. De toute façon, ben, c'est ça. Moi aussi, je vois ça comme les Steelers qui annoncent un peu leur couleur là, en vue de la saison 2025. Et tu as parlé justement des demi de coin qui étaient quand même peut-être une faiblesse, là, vu qu'on se débarrassait du ballon. Tu sais, dans une division où tu as Lamar Jackson, tu as Joe Burrow, je pense que c'est important peut-être de regarnir cette position-là pour les Steelers pour essayer de connaître du succès. Et un mot peut-être sur Jonnu Smith, qui a connu vraiment une saison exceptionnelle avec les Dolphins l'année passée. Il a vraiment été utilisé dans le jeu de passe, des courtes passes. On l'utilisait vraiment dans plusieurs facettes du jeu. C'est un peu ce qu'on veut faire là, du côté des Steelers. Je lisais des nouvelles en provenance de Pittsburgh qui disaient qu'on veut l'essayer, on veut utiliser Jonnu Smith, oui, comme ailier rapproché, mais aussi comme demi-inséré en tant que receveur, comme centre arrière aussi. Alors, on semble avoir un plan pour Jonnu Smith qui retrouve Arthur Smith. C'est comme sa muse là, à Arthur Smith, Jonnu Smith, depuis l'époque des Titans du Tennessee et ensuite des Falcons. Donc, la muse d'Arthur Smith, j'imagine qu'on a un plan là, pour Jonnu Smith pour l'utiliser. Un peu mal à Pat Freiermuth, je pense qu'on va vraiment diviser ou partager le travail entre les deux alliés rapprochés, plus qu'on va les voir en même temps sur le terrain. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on réserve à Jonnu Smith du côté des Steelers. Ouais, ben, j'imagine qu'on va y aller. On va utiliser sûrement des formations avec 2 ailiers rapprochés parce que Freiermuth est un excellent ailier rapproché aussi. Puis, il faut pas oublier, on n'a pas de profondeur à la position de receveur de passe. Hein, Marc-André, j'ai parlé de DK Metcalf.
Mais essentiellement, le groupe de receveurs, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, avec George Pickens et les autres, qui n'étaient pas très forts. Puis là, c'est un peu la même chose. On a DK Metcalf, mais là, on s'est débarrassé de Pickens. Donc, en termes de receveurs de passe, on n'est pas bien nanti. Ben, tu vois, là, maintenant, tu as l'arrivée de Janu Smith. Donc, est-ce qu'on va miser plus sur des formations avec deux ailiers rapprochés, courir avec le ballon? Et puis là, c'est comme si Janu Smith va être notre receveur numéro 2, du moins notre joueur qui peut attraper le ballon le plus talentueux après DK Metcalf. Alors, on dirait que c'est ça, mais il reste du temps encore. Là. Les camps d'entraînement, comme je l'ai dit, vont juste commencer à la fin du mois. Peut-être que les Steelers vont compléter une autre transaction afin d'amener un autre receveur de passe, parce que les Steelers sont méconnaissables là, durant la saison morte. Ils complètent des transactions. Traditionnellement, c'est pas une équipe qui est aussi agressive, si on peut dire. Alors, c'est pour ça que je trouve que les Steelers deviennent intrigants. Dans le meilleur des scénarios, on pourrait participer aux éliminatoires, peut-être même gagner un match éliminatoire. Ben, il y a également un autre scénario où, ben, c'est ça, là, tout ça, là, ça pourrait s'écrouler si Aaron Rodgers est au bout du rouleau. Personnellement, je crois que oui. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver. Du moins, les Steelers sont plus intéressants qu'ils ne l'étaient à la conclusion de la saison dernière. Là. Au moins, il y a un peu d'intrigue. Là. Il y a beaucoup d'intrigue, je dirais même, à Pittsburgh. Personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que les Steelers sont intrigants. Ah, c'est intriguant pour le meilleur et pour le pire. Et Ouais. même cette semaine, là, on parlait de receveur de passe. Là, il y a Manny sur notre Instagram, là, sous ma publication des Sleepers, qui a soulevé le nom de Calvin Austin. C'est vraiment Calvin Austin qui est le receveur numéro 2 en ce moment. Puis on l'a même indiqué là, du côté des Steelers. On l'a affirmé qu'il était le receveur numéro 2. Comme je l'ai dit encore, je l'ai dit la semaine dernière, je pense encore qu'un Keenan Allen ou qu'un Murray Cooper va. Écoute, on a l'air à vraiment chercher des vétérans qui peuvent nous aider maintenant. Je pense que ces deux joueurs-là pourraient être de bons outils là, pour Aaron Rodgers, mais ça reste à voir. Mais oui, Calvin Austin, en ce moment, c'est le receveur numéro 2 des Steelers. C'est intriguant, ça aussi, mais je veux dire, encore là, pour le meilleur et pour le pire. Et si on parle des Dolphins, et si on attache la nouvelle qui a suivi le départ de John Smith, c'est-à-dire que Darren Waller sort de sa retraite, Didier, et a été échangé aux Dolphins par les Giants contre un choix au repêchage. Et bon, on se retrouve avec Fitzpatrick, on se retrouve avec Darren Waller maintenant à la position d'aller rapprocher. Didier, qu'est-ce qu'on fait du côté des Dolphins? J'en ai aucune idée. Écoute, les Dolphins, pour moi, sont une des équipes qui a eu la pire saison morte. Une des pires saisons mortes. Écoute, ça va pas bien là, à Miami, parce qu'on se départit de joueurs de talent. C'est pas juste durant la saison morte, mais souviens-toi, l'année d'avant, on avait Christian Wilkins, un des meilleurs plaqueurs de la NFL, un joueur qui est très athlétique. Bon, ben, malheureusement, il a été blessé dès le début de la saison avec les Raiders, a raté toute la saison principalement. Mais quand tu repêches un joueur comme Christian Wilkins, puis il va devenir joueur autonome, puis qu'il est seulement âgé de 25-26 ans, puis tu le re-signes pas, ben c'est quoi l'objectif? Parce que c'est ça que ça sert le repêchage pour trouver des joueurs de talent. Tu parles d'un des meilleurs joueurs de la NFL à sa position, puis tu le re-signes pas. Là, Darren Waller, bon, il va remplacer Janu Smith. Il est âgé de 32 ans. L'année dernière, il a pris sa retraite avant le début du camp d'entraînement avec les Giants. Et il change d'idée, il veut recommencer à jouer. Mais Waller nous a démontré lors des dernières saisons, il jouait qu'il n'était pas fiable. Il n'était pas fiable par son attitude, mais également par les blessures. Il était constamment blessé, là, souviens-toi, là, à la fin de son séjour avec les Raiders. Alors, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que là, le fait qu'il n'aura pas joué pendant un an, peut-être que son corps va être reposé et pour le temps d'une saison, peut-être qu'on va revoir le Waller qu'on avait vu lors de ses belles années, lorsqu'il portait les couleurs des Raiders? Peut-être. Mais du côté des Dolphins, moi, là, lorsqu'on va faire notre avant-goût, là, notre preview de la section S de l'Association américaine, je te le dis tout de suite, moi, je vais choisir les Dolphins afin de terminer au dernier rang. Je pense même que les Jets, oui, même les Jets vont possiblement les devancer parce que je ne sais pas si tu as vu lors des dernières semaines, là, ça commence à sortir à Miami. On entendait des rumeurs la saison dernière, tu sais, qui questionnent le leadership de Mike McDaniel, comme si c'est un country club à Miami. Il y a des joueurs qui arrivent en retard aux réunions, puis ils sont pas mis à l'amende. McDaniel n'a pas l'air d'être en contrôle du programme des Dolphins de Miami. Puis là, tu as Tyreek Hill qui, lui, bon, une semaine, il demande à être échangé. La semaine d'après, il dit non, non, moi, je suis à Miami pour le restant de ma carrière.
Puis là, bon, il participe à des compétitions d'athlétisme. Il a l'air d'être plus intéressé par ça que d'autres choses, que le football. Bref, ça sent pas bon à Miami. Ça sent pas bon. Puis c'est pas l'arrivée de Darren Waller qui va changer mon avis au niveau de cette équipe-là en vue de la saison 2025. Et on se rappelle qu'à cette dernière saison avec les Giants, là, Darren Waller se lamentait là, que lorsqu'on lui demandait de bloquer sur une course au lieu de. Ah Écoute, ouais. Ouais. tu as parlé en termes d'attitude, là, c'était vraiment ça qui était ressorti. Il se lamentait, il se plaignait là, c'était pas un joueur qui devait bloquer, mais qui devrait plutôt recevoir des ballons. Donc, écoute, c'est ça. Moi Ben, aussi, je trouve que les Dolphins, ça t'en dit beaucoup là, sur Waller, ça. Tu sais, on il a te peut-être demande de changé, ceci bloquer, on n'a dit. pas une bonne ligne. Ils ont pas. Ben, à 32 ans, tu penses qu'il va avoir changé? Ben non, il n'aura pas changé. Il n'aura pas changé à ce stade de sa carrière. Les Giants ont une mauvaise ligne à l'attaque. On demande à Lily rapprocher de donner un coup de main pour le bien de l'équipe. Reste pour bloquer. Lui, il n'était pas intéressé à le faire. Ça s'en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur Darren Waller. Alors déjà, avec la culture qui est questionnée, la culture au sein de l'organisation des Dolphins, là, tu amènes ce genre de joueur-là. Ça va mal finir à Miami. Miami, il va Mais possiblement au mois de janvier, là, lorsque Black Monday va arriver, moi je crois qu'il va possiblement avoir un grand ménage qui va se faire là. Chris Greer, le DG, et Mike McDaniels, ils commencent la saison sur un siège éjectable, les deux. c'est peut-être pour ça aussi qu'on a fait l'acquisition de Fitzpatrick. C'est un gars qui a été adoré là, à Pittsburgh. C'est un gars qu'on dit dans le vestiaire, c'est un joueur adoré de ses coéquipiers aussi. J'ai lu Hayward qui a parlé dernièrement, qui dit que c'était un des coéquipiers avec lesquels il a le plus apprécié jouer au football. Donc, peut-être ça aussi. Là. Minka Fitzpatrick, on a beau questionner la transaction, mais peut-être que justement, là, c'est un joueur qui pourrait venir aider dans le vestiaire. On en a grandement besoin là, du côté des Dolphins. Ouais, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que Fitzpatrick, il avait commencé sa carrière avec les Dolphins de Miami. Puis il avait demandé à être échangé. Puis on l'a échangé aux Steelers de Pittsburgh. Parce que bon, il aimait pas la façon dont Brian Flores l'utilisait. Puis là, il avait demandé à être échangé. Donc là, tu rapatries un joueur qui avait demandé à être échangé de l'organisation. Puis je sais, c'est un entraîneur-chef différent. Mais quand même, puis il y a une chose qu'on sait de Minka Fitzpatrick aussi, une des raisons pourquoi il voulait être échangé, souviens-toi, à ce moment-là, du côté des Dolphins, là, c'est la saison là, Thank for Tua, si je me souviens bien. Là. Mhm. Puis lui, il voulait rien savoir de ça, de perdre des matchs. Là. Puis c'est la même chose pour Brian Flores aussi. Il n'était pas intéressé par ça. Mais ça pour dire, puis Fitzpatrick, il a joué à Alabama. Après, il a toujours connu du succès. Il y a des joueurs qui, lorsqu'ils se retrouvent avec une équipe perdante, ils sont pas capables de gérer ça. Parce qu'ils sont pas habitués à ça, ils veulent rien savoir de ça. Puis les Dolphins, je pense pas que ça va être une équipe gagnante. Donc là, Fitzpatrick, peut-être lui qui va se retrouver à être mécontent, surtout qu'il arrive d'une organisation structurée, celle des Steelers, puis là, il arrive à Miami où c'est tout croche, d'après ce qu'on entend. Peut-être que lui, à un moment donné, il va dire, regarde, là, moi, ça m'intéresse pas là, d'être ici, encore une fois, pour une deuxième fois. Donc, c'est vraiment bizarre ce qui se passe à Miami. Ça sent pas bon. Moi, je vais m'éloigner des Dolphins le plus possible. J'envisage pas qu'ils vont connaître une bonne saison. Pour conclure rapidement sur les Dolphins, pour parler de Darren Waller, si on passe strictement sur le terrain, euh, je pense que le plan de match ou l'attaque dirigée par Mike McDaniels est quand même favorable aux ailiers rapprochés historiquement. On a vu Jonnu Smith connaître vraiment une très bonne saison. On l'a vu, Mike McDaniels, c'est un gars qui vient des 49ers, donc George Kittle. Donc, historiquement, Mike McDaniels produit ou a des délais rapprochés qui produisent là, au cours d'une saison. Je ne dis pas que Darren Waller va enflammer vraiment la planète football, mais je dis que peut-être que justement l'attaque des Dolphins est favorable et propice à ce que Darren Waller puisse connaître du succès. Mais encore là, j'ai hâte de voir au camp d'entraînement avant de me prononcer là-dessus. Encore là, il faut qu'il reste en santé. S'il n'est pas en santé, ça donne rien, même si le système est favorable pour un ailier rapproché. Et puis c'est ça, Darren Waller. Là. Il en a raté beaucoup de matchs au cours de sa carrière. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il pourra rester en santé d'abord et avant tout? Mais non, moi, tout ce qui a trait aux Dolphins de Miami cette année pour la saison 2025, je veux rien savoir de ça. D'accord. Netflix présentera à partir du 19 août une série documentaire sur le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, et la dynastie de Dallas dans les années 90. Le documentaire va s'intituler America's Team, The Gambler and His Cowboys. On parle, là, Netflix, on voit gros ce documentaire-là. On parle que ça serait le Last Dance, la dernière danse
du football américain. Ouais, c'est quoi? C'est 8 épisodes, je crois. Puis je sais pas, est-ce que tu as vu la bande-annonce? Le Ouais, trailer? Ça a vraiment l'air bon, hein? ouais, Je sais pas si tu ouais. partages mon avis, Mais là, moi, c'est mais... l'équipe à mon père, là, donc de ces années-là, j'écoutais le Ah, football ton pour père, tu es Emmitt partisan des Smith, Frank. Cowboys? Ouais, ouais, c'est peut-être pour ça que je suis devenu un partisan des Eagles, un peu Ah, ok, t'es révolte. un Donc, rebelle. ouais, Ah, ok, exact. ok, ok, je comprends, là. Ouais, T'es rebellé ouais, contre ouais. ton père. Et mon père adorait les Ben, Cowboys, ouais. ouais, ben là, ça fait quoi, 2 épisodes de suite qu'on parle de Netflix. Je me souviens pas pourquoi on en parlait. Est-ce que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Bref, va peut-être falloir que je me réabonne. Parce que, je m'excuse, j'ai regardé la bande, la bande, la publicité, là, le trailer, puis ça a vraiment l'air bon. Puis j'ai le goût de revivre cette époque-là des Cowboys des années 90. Parce que il y a des gens là, qui nous écoutent ou qui nous regardent qui ont aucun souvenir de quand Dallas était la meilleure équipe de la NFL. Parce que ça fait 30 ans que les Cowboys n'ont pas gagné un Super Bowl. Leur dernier Super Bowl, c'est à la suite de la saison 1995. Donc, il y a des gens pour qui les Cowboys sont synonymes d'échecs, d'équipes envers laquelle on a de grandes attentes, mais qui flanchent en éliminatoire ou qui se qualifient même pas pour les éliminatoires. Mais la dynastie des Cowboys durant les années 90, c'était quelque chose, Marc-André. Pas juste pour l'équipe sur le terrain. Cette équipe-là était talentueuse. Mais les personnalités qu'il y avait au sein de l'équipe, les égos également, les scandales qu'il y a eu, scandales de drogue, scandales sexuels. Bref, c'était un roman savon. On va jamais revoir une équipe de la sorte. Une chance qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire à l'époque. Mais en regardant la bande-annonce du documentaire, ça me donne le goût, là. Je vais devoir me réabonner à Netflix pour l'espoir, juste pour regarder ces épisodes-là. Je pense vraiment, parce que ça a vraiment l'air bon. Puis j'ai hâte de revivre, justement, cette époque-là des Cowboys de Dallas, puis ma jeunesse également, lorsque j'étais ado à l'époque, là. Il y a l'extrait de Michael Irvin là, qui explique un peu la philosophie de Jimmy Johnson. C'est vraiment c'est super intéressant là, de comme quoi qu'il prenait des joueurs qui ont eu, mettons, peut-être des difficultés dans la vie ou un passé plus trouble pour tourner ça en motivation. Là. C'était un excellent motivateur, Jimmy Johnson. Donc j'ai bien hâte de voir ça moi aussi. Ah ouais, Jimmy Johnson était tout un coach de football. C'est dommage que, ben, pour une question d'ego, hein, Jerry Jones et son ego, puis on n'a pas gardé Jimmy Johnson parce que les Cowboys, écoute, ils ont gagné quoi? 3 Super Bowls en 4 ans, deux de Mhm. suite avec Jimmy Johnson. Johnson est parti, on a amené Barry Switzer qui, lui, ben, écoute, là, j'ai hâte de voir ça parce que Troy Aikman, il n'a jamais porté dans son cœur Barry Switzer. Ça remonte à l'époque lorsque Aikman avait commencé sa carrière universitaire à l'Université d'Oklahoma. Puis Switzer l'avait convaincu de venir jouer pour les Sooners. Puis là, les Sooners, l'attaque des Sooners, on utilisait l'option. Alors, Troy Aikman, qui est pas un grand coureur, là, ça cadrait pas du tout avec son talent. Donc, c'est la raison pour laquelle il avait transféré à UCLA. Bref, Barry Switzer Mhm. l'a menti. Il avait menti à Troy Aikman à l'époque. Des années plus tard, Switzer était devenu l'entraîneur-chef de Troy Aikman. Aikman n'était pas capable de le sentir. C'est pas comme si Switzer était un grand entraîneur de football. Bref, alors Johnson, 2 Super Bowls de suite. Après ça, il y a une année, on n'a pas gagné le Super Bowl la première année de Barry Switzer. Là, après ça, on a été capable de gagner notre dernier Super Bowl en 95. C'était contre les Steelers de Pittsburgh. Mais tout ça pour dire, si Jimmy Johnson était resté, Marc-André, les Cowboys étaient tellement forts dans ce temps-là. Ils auraient pu gagner 4 Super Bowls de suite, là. Ça, c'est sans exagération, peut-être même 5. On aurait pu assister à la plus grande dynastie de toute l'histoire de la NFL si Jimmy Johnson était resté entraîneur-chef de Dallas. Ça, j'en suis convaincu, même 30 ans plus tard. Pour moi, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Les Cowboys étaient une machine à cette époque-là. Je vais me faire lancer des roches, Didier, mais j'ai toujours trouvé que Troy Aikman, c'était un corps ordinaire, qui était juste à la bonne place au bon moment, qui avait tellement un groupe autour de lui, relevé, élite, de joueurs étoiles, qui a fait en sorte qu'il a connu une carrière vraiment prolifique. Je vais me faire pitcher d'autres roches en disant que c'est un peu comme Ken Dryden avec les Canadiens des années 70, là, qui avait vraiment des joueurs autour de lui. Je veux dire, c'est des bons joueurs sans plus qui ont. Écoute, je vais recevoir de la haine là, sur les réseaux sociaux, je suis convaincu avec ce hot take-là, mais ouais, Troy Aikman, j'ai toujours trouvé. Qu'est-ce que tu penses de Troy Aikman sur son héritage, disons, au football? Ouais, je suis content que tu m'as pas demandé l'héritage de Ken Dryden. Mais ouais, je vais m'en tenir à l'héritage de Troy Aikman, tout simplement.
Probablement, le football était différent à cette époque-là. Hein. C'est pas aussi axé sur le jeu aérien que ce l'est maintenant. Mais Troutman était un joueur d'équipe. Puis si Aikman avait joué avec d'autres équipes, on lui avait demandé de lancer plus souvent le ballon. Parce que justement, il y avait Emmitt Smith. On avait ce qui était la meilleure ligne à l'attaque de loin de la NFL. Là. Cette ligne à l'attaque-là était phénoménale. Elle était dominante, Marc-André. Donc, avec la présence d'Emmitt Smith, ça faisait juste du sens d'utiliser le jeu au sol. Je pense qu'Aikman aurait pu avoir de meilleures statistiques s'il avait joué pour d'autres équipes, si on lui avait demandé de passer plus souvent le ballon. Parce qu'il y a des fois, il tentait juste une vingtaine de passes. Hein. Lorsque tu regardes ses statistiques en carrière, Troy Aikman, elles sont pas impressionnantes. Là. Mais si tu étais présent à l'époque, tu regardais Aikman jouer, lorsqu'il y avait des troisième essais qu'on avait besoin qu'il soit converti, Troy Aikman complétait les passes. Ses passes étaient précises. Euh, il était le leader en attaque des Cowboys. Tu sais, avec toutes les personnalités, les fortes personnalités qu'il y avait au sein de cette équipe-là, ben, c'est Troy Aikman qui était le leader. Là. Tu sais, Troy Aikman qui est calme, qui lui n'était jamais dans des controverses, mais tous les joueurs dans le vestiaire respectaient Troy Aikman. Donc, je pense que Mhm. Aikman, l'impact qu'il a eu sur l'équipe des Cowboys, ça va au-delà des statistiques, mais il y a bien des gens qui ont les mêmes arguments que toi, qui partagent son avis au sujet de la carrière de Troy Aikman. Mais pour y avoir assisté, euh, Troy Aikman n'aurait pas avoir de meilleures statistiques avec d'autres équipes, mais justement, il n'allait pas se plaindre. Il disait pas, il faudrait qu'on passe plus souvent le ballon. Il était un joueur d'équipe. Donc, moi, je vais pas critiquer Troy Aikman, par contre. C'est ce qui conclut notre tour d'horizon d'actualité dans la NFL en déversant mon fiel sur un monument des Cowboys et un monument des Canadiens. Je m'excuse Ouais, surtout d'avance un aux gens monument qui des vont. Canadiens. Là. Écoute, les Canadiens sont partis pour la gloire. Là. L'espoir est revenu là, avec la participation en éliminatoire. Il y a de bons jeunes joueurs. On a complété une grosse Ouais. transaction la semaine dernière. On en a complété une autre cette semaine. C'est pas le moment de parler contre le Canadien, Marc-André. En tout cas, bonne chance à tes réseaux sociaux. Je m'excuse tout le monde. Tu le sais, le cas des recrues est commencé, quand le tournoi de golf va commencer, là, les gens vont se choisir le Canadien pour terminer en Je tête viens de dans la dire, division, tout ça. je, je viens de dire au monde entier que je trouve que Ken Dryden n'était pas si bon que ça. C'est sûr que je vais avoir un Ouais. backlash. Qu'est-ce que tu penses de Guy Lafleur, Marc-André? Marc-André Chaloux, c'est quoi ton hot take sur Guy Lafleur? Il est overrated, c'est Non, ça? C'est ça que tu vas nous non, dire. Un coup parti. non, Maurice non, Richard, non, non, C'est- non, non, Est-ce que tu penses vraiment qu'il était bon ou non, y non, a-t-il non. un autre grand joueur du Canadien sur lequel tu veux lancer ton fiel? Non, 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 j'arrête là. J'arrête là. On passe Arrête là. au segment fantasy. Ouais, ouais, allons-y là avant que tu t'en prennes à Patrick Roy. Alors, on va se concentrer. On a parlé de Darren Waller. On va parler des ailiers rapprochés, justement. Tu as préparé ton classement des positions 1 à 20 à la position d'ailier rapproché en vue de la prochaine saison de Fantasy Football. Et tu es en tête de liste, sans surprise, la Ah, sensation. Le joueur qui a établi des records l'année dernière, sa toute première saison dans la NFL. Je parle bien sûr de Brock Bowers des Raiders de Las Vegas. la cible numéro 1 des Raiders avec maintenant Geno Smith. Terminer le carrousel de quart moyen là, avec les Raiders de Las Vegas. Brock Bowers, selon moi, pourrait connaître une aussi grande saison. Il pourrait être encore meilleur que l'année dernière à sa saison recrue. Donc, il est en tête de liste. En 2, Trey McBride du côté des Cardinals de l'Arizona. En 3, George Kittle des 49ers de San Francisco. En 4, TJ Hawkinson des Vikings du Minnesota. Il a été blessé au cours des dernières années, mais je pense qu'avec une saison en santé, je pense que TJ Hawkinson pourrait, pourrait connaître du succès. Et Sam Laporta en 5, on s'en souvient, qui était le lit rapproché numéro 1 au terme de la saison 2024. Ça a été plus difficile en 2025, mais je pense que lorsque c'est plus difficile en 2025 et le gars l'a fait en 2024, je pense que là, on peut peut-être voir une valeur là, au niveau fantasy. On peut repêcher Sam Laporta assez loin au niveau fantasy. Puis moi, je pense qu'il pourrait rebondir, le Sam Laporta, si vous voulez mon avis. Je voudrais donner un peu d'amour à George Kittle, Didier, qui est en 3. Il a terminé dans le top 5 à la position d'aller rapprocher à chacune de ses 7 dernières saisons. En 2024, Didier, en termes de points fantasy par match, il était l'allié rapproché numéro 1. Donc, c'est pas Brock Bowers, c'est pas Trey McBride qui est terminé au premier rang, c'est George Kittle. Et il est présentement troisième dans les classements fantasy. On le repêche en ce moment 25 rangs derrière McBride et, Bowers, pardon, Waller, c'est bol. euh,
On le repêche derrière, ouais, c'est ça, Bowers et McBride. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que souvent, la stratégie au niveau fantasy, c'est de se dire, hem c'est la valeur, c'est le rang de sélection versus la valeur. Est-ce que George Kittle, 2 rondes plus loin, est meilleur pour votre équipe, va vous permettre d'aller chercher de meilleurs porteurs de ballon dans des rondes plus tôt, et de repêcher, disons, Brock Bowers en fin de première, au début de deuxième ronde, et d'avoir George Kittle en quatrième. C'est peut-être plus gagnant avec George Kittle lorsque vous allez pouvoir combler avec des meilleurs receveurs, des meilleurs porteurs de ballon, des meilleurs joueurs à d'autres positions au début. Donc, c'est ça que j'essaie de vous dire. L'année dernière, elle a été ciblée 22 du temps par l'écart, par Brock Purdy côté des Niners. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette année, je pense pas que ça va être différent parce qu'on a évidemment Deebo Samuel est parti du côté des 49ers. Brandon Ayuk, on sait, se remet d'une blessure. Je suis pas convaincu qu'il va entamer la saison à San Francisco. Donc, moi, je pense qu'on va solliciter George Kittle dans le jeu aérien parce que c'est un peu ça, parfois aussi, en termes de points par match. C'est un excellent bloqueur, George Kittle. Donc, il y a des matchs qui étaient un peu plus effacés dans le plan de match. On lui demandait davantage de bloquer, mais Ouais, c'est l'année vrai. dernière, vraiment, 22 du temps, c'est vraiment intéressant. Là, vous me dites, ah, moi, je me souviens que George Kittle, il est souvent blessé au cours d'une saison. Il a eu des blessures. Ben, savez-vous que lors des 3 dernières saisons, il a disputé au moins 15 matchs. Donc, pour moi, George Kittle représente une belle valeur et je préfère attendre Kittle, selon moi, cette année, que de repêcher un Brock Bowers, si vous voulez mon avis. Je gagne 3 rondes, à peu près 2 rondes, 3 rondes selon les formats de pool. Donc, je pense que, oui, un peu d'amour pour George Kittle là, qui a vraiment des beaux chiffres à la position d'aller rapprocher au cours des dernières années. Personnellement, je ne sais pas, lors d'un repêchage fantasy football, si je serais en mesure de résister à repêcher Brock Bowers. Tu sais, quand le repêchage arrive, tu vois son nom, tu te dis, ah, je pourrais le prendre là, parce que, écoute, il était sensationnel l'année dernière comme recrue, là. J'ai hâte de voir la suite des choses pour lui, avec un meilleur carrière. En plus, il a accompli tout ça sans carrière, en plus, à Vegas. Puis, en tout cas, dans le cas de Trey McBride, j'espère qu'il va marquer plus qu'un touché, là, Ouais, en 2025. Ouais, c'est à souhaiter pour lui. Mais là, pour la première fois depuis ah peut-être quoi, ouais. une décennie au moins, Travis Kelce n'était pas dans le top 5 des receveurs de passe en vue de la saison à venir. Là, on va y aller des positions 6 à 10. Bon, Kelce fait partie de ce groupe-là quand même, mais à quoi tu t'attends là, de sa part de Travis Kelce? Parce qu'il a quoi? Il a 35 ans maintenant? Puis l'année Et il va avoir dernière, ouf, il 36 y ans avait en des matchs où il octobre. Ouais. semblait très lent. Wow. 36 ans en octobre. Est-ce la fin d'une époque à Kansas City, puisque Travis Kelce, vous allez pouvoir le repêcher en huitième, neuvième ronde en ce moment, potentiellement de vos repêchages fantasy? Je vais vous en reparler dans quelques instants. En 7, Evan Engram, le lié rapproché des Broncos. J'aime beaucoup Evan Engram, sa valeur en ce moment au niveau fantasy. Je pense que les Broncos, Sean Payton est allé le chercher pour lui, un plan. Il y a un plan précis là, pour Evan Engram du côté des Broncos. En 8, David Njoku, qui nous laisse éternellement sur notre appétit. S'il pouvait avoir un corps arrière solide, semaine après semaine, je pense qu'il pourrait connaître de grandes choses. Tucker Ça Craft, sera qui pas a quand cette même année. été... Ça sera pas cette année, Marc-André. Non, je pense encore. Je pense encore que ce ne sera pas cette année. Tucker Craft, qui a vraiment connu une saison qui a passé un peu sous le radar, mais qui a été vraiment utile Oui. au niveau fantasy l'année dernière du côté des Packers. Et Mhm. Mark Andrews, Didier, en 10. Ça a été vraiment une montagne russe pour Mark Andrews la saison dernière. Il a vraiment mal amorcé la rencontre. Je me souviens, là, on voulait le jeter aux poubelles. Par la suite, ça s'est placé. Lui aussi vieilli. Je pense que je vais vous en parler plus tard, mais je pense qu'un gars comme Isaiah Likely pourrait peut-être potentiellement le surpasser cette année. Lorsqu'on parle du côté de Baltimore, lorsqu'on parle de Mark Andrews, j'ai entendu John Harbaugh et le DG également des Ravens, on semble parler au passé. Là. Il y en a beaucoup qui sont surpris même de voir Mark Andrews encore avec les Ravens à ce temps-ci de l'année. Donc, j'ai hâte de voir ce que 2025 réserve à Mark Andrews. Je l'ai mis en 10. Euh, c'est plus pour honorer ce qu'il a fait dans le passé que ce qu'il va faire dans le futur. Il est quand même dans une bonne attaque. S'il obtient la majorité, encore là, ça sera au camp d'entraînement qu'on pourra voir ça. S'il obtient du temps de jeu de qualité, je pense que Mark Andrews pourrait quand même s'avérer une bonne affaire en fin de repêchage. Mais pour revenir à Travis Kelce, Didier, oui, 36 ans en octobre. L'année dernière, en 2024, Mhm. il a connu son plus bas total de touchés avec 3 seulement. Sur 40, elle y est rapprochée, ciblée au moins
30 fois la saison dernière, Didier. Donc, sur 40, il a été 37e pour les verges sur réception. Donc, ça n'a vraiment pas été une année si facile pour Travis Kelce. Et j'ai vu récemment Andy Reid qui a mentionné que ne pense pas que Travis Kelce son temps de jeu va être limité où il va être cette saison. Permettez-moi d'en douter parce que je pense qu'on a quand même vu une diminution l'année dernière. On a vu davantage de Noah Gray sur le terrain du côté des Chiefs. Et je me questionne également sur Travis Kelce, Didier, est-ce qu'il est encore la cible numéro un des Chiefs? Je pense qu'un gars comme Et- Rashee Rice en santé, un Xavier Worthy, oui Didier? Est-ce que Ah, tu il as y a vu Tyler qui Swift, est c'est ça. sur la Ouais, photo de ouais. Travis Kelce? Ouais. Ouais, ouais, Guillaume ne fait pas ouais. s'en empêcher. Il ne fait pas s'en empêcher. Il est Mais, en adoration devant lui. Bref, en tout cas, continue. mais je disais simplement qu'avec Worthy, avec Rice, on a Hollywood Brown aussi dans les zones profondes. Je me questionne si Travis Kelce va avoir beaucoup de ballons dirigés vers lui. C'est certain qu'il y a une chimie, il y a une connexion indéniable avec Patrick Mahomes, mais je me questionne. On l'a vu un peu l'année passée, c'était des matchs, c'était des semaines en montagne russe pour lui. Il y a des matchs, je me souviens en éliminatoire contre Houston, il a connu un match sensationnel avec une dizaine de catchs. Puis d'autres matchs, il était complètement effacé. Donc, un huitième rôle en ce moment pour Travis Kelce. Vous pouvez faire mieux, je pense, à la position d'aller rapprocher ou rendu dans les positions à 7-8 par la suite, là, vous pouvez peut-être essayer d'attendre là, puis prendre des chances en fin de repêchage au niveau de la position d'aller rapprocher. Mais huitième ronde en ce moment, il n'aura jamais été aussi bas que ça, Travis Kelce. Puis je pense que avec raison, ça vient avec ses raisons. Il est peut-être sur la pente descendante. Ouais, dans ce groupe de joueurs de 6 à 10, celui que je préfère personnellement, c'est Tucker Craft. C'est Kraft, il est quoi, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 260 livres, puis il est athlétique, là, malgré son cabaret imposant. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que j'ai vu de sa part. Puis, pour ce qui est de Mark Andrews, souviens-toi, autour du repêchage, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il était sur le marché des transactions. Puis là, on est rendu au mois de juillet. Il est toujours un membre des Ravens de Baltimore. Alors, on va voir si il sera toujours avec les Ravens une fois que la saison régulière va commencer. On va y aller des positions 11 à 15 maintenant, la position d'ailier rapproché. Ces positions-là, la position d'être rapprochée de 10 ou de 11 à 20, c'est un peu pêle-mêle là, dans ma tête en ce moment. Je tiens à vous l'avouer. J'ai mis Jake Ferguson en 11 parce que je pense que là, ce qu'on regarde à ce stade-ci, on parle d'alliés rapprochés qui vont être probablement disponibles à un moment ou à un autre sur votre fil de joueurs autonomes au cours d'une saison. Ferguson, c'est parce que j'aime l'attaque des Cowboys avec Dak Prescott s'il est en santé. Mike Gesicki en 12 des Bengals. Les Bengals l'ont signé avec un énorme contrat. J'ose espérer que c'est pour lui lancer le ballon. C'est un peu ça qu'on se dit, mais tu sais, encore là, c'est des théories, c'est des hypothèses. Dallas Goedert fait partie d'une bonne attaque avec les Eagles de Philadelphie. Il y avait des rumeurs également de transactions au niveau de Dallas Goedert Ouais. avec les Eagles au cours des derniers mois. Et là, on a après ça les deux recrues, Tyler Warren et Colson Loveland, respectivement avec les Colts et les Bears. Je vais m'attarder à Tyler Warren parce que ça fait 2 saisons, Didier, qu'une recrue termine au premier rang à la position d'aller rapprocher. C'était Sam Laporta en 2024 et l'année dernière, évidemment, Brock Bowers. Et je me questionne si le prochain Brock Bowers, c'est pas lui, justement, Tyler Warren. Parce que les Colts l'ont repêché en première ronde, 14e au total. Et ils ont probablement un plan précis. L'année dernière, les Colts, seulement 39 réceptions de la position d'allié rapproché. C'est un aspect, évidemment, à améliorer. Et Tyler Warren peut tout faire sur un terrain de football, Didier. C'est comme un couteau suisse. L'année dernière, 1200 verges par la passe. Il en a ajouté 218 par la course. Il y a 2 touchés au sol. Il y a un touché également. Il y a des touchés sur des réceptions. Il y a des touchés par la passe lorsqu'il était carrière. C'est un carrière également au niveau de l'école secondaire. Et il y a Stephen Holder là, d'ESPN qui a dit déjà au mini-camp, là, il a vu que Tyler Warren, on le remarquait sur le terrain. Il va avoir un rôle prédominant dans l'attaque des Colts. C'est un choix de 11e, 12e ronde en ce moment, Tyler Warren. Je pense qu'il Mm. pourrait être le Brock Bowers, parce qu'on s'en souvient, Brock Bowers, il était classé à peu près dans ces rondes-là l'année dernière. Par contre, maintenant, c'est la position de corps, évidemment. On en parle à chaque semaine. Là, Anthony Richardson, Ouais. Daniel Jones. C'est ça vraiment qui fait un peu calmer mes ardeurs envers Tyler Warren, mais ça demeure que c'est tout un joueur de football. Ouais, non, c'est ça. C'est la position carrière. Je pense que tu l'as bien résumé. Mais c'est intéressant. T'as Warren 14e, Colson Loveland
15e. On se souviendra qu'on croyait que Warren allait être le premier ailier rapproché, repêché. Puis là, finalement, Loveland est sorti avant lui. Puis là, Loveland est mis sur un meilleur carrière, là, en Caleb Sauf qu'il y a Williams. plus Donc, j'ai de, hâte de voir en il y a termes de plus d'armes autour de fantasy. lui. Oui, oui, C'est un non, peu c'est ça vrai, aussi. ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai, mais les passes seront pas 10 pieds par-dessus sa tête, par exemple. Là. C'est comme Anthony Richardson ou Daniel Jones. Mais ça pour dire, j'ai hâte de voir, ça va être quelque chose à suivre. Leur carrière, en fait, pas juste en termes de Ouais. fantasy football, mais de vrai football. Tu sais, lequel sera le meilleur ailier rapproché. Je pense qu'ils vont être Et, comparés pendant toute leur carrière, là, les deux. et Loveland se remet aussi d'une blessure là, qu'il avait subie dans les rangs universitaires. Donc, ça aussi, c'était quelque chose à surveiller au camp d'entraînement. On dit qu'il va être correct, mais encore là, la remise en forme là, se passe bien, mais il avait été blessé là, euh, lors de sa dernière année au niveau universitaire. Oui, oui, avec les Wolverines, effectivement. Non, c'est un Yes. bon point que tu amènes. J'avais oublié ça. Maintenant, on va y aller des positions 16 à 20. Donc, on va conclure ton top 20. En 16, nous avons Dalton Kincaid. Quelle chute, hein? L'année dernière, Mm. on croyait que c'était l'éclosion pour Dalton Kincaid. Le problème, c'est Ouais, qu'à Buffalo, il y a Josh Allen, il y a James Cook, il y a le jeu au sol. Puis je pense que Dalton Kincaid, avec Keon Coleman qui sera à sa deuxième saison, on a Khalil Shakir qu'on a signé à long terme. Je pense que Dalton Kincaid ne vient pas, selon moi, un point focal. Là. On a encore Dawson Knox, un point focal de l'attaque des Bills, malheureusement. En 7, John O. Smith. Il était vraiment plus haut avec les Dolphins. En 17, maintenant, se retrouve John Smith avec les Steelers. En 18, nous avons Cade Otton, un ailier rapproché dans une bonne attaque. C'est pour ça qu'il est si bas, parce que je pense que c'est un ailier rapproché talentueux, mais avec les Godwin, avec les Egbuka, avec les Evans, avec ouais. deux porteurs de ballon, Irving et Rashad White, Beaucoup de là, qui bouches à pourrait nourrir, également. hein? Ouais, exactement, exactement. En 19, Isaiah Likely. Et en 20, j'ai parlé de Darren Waller. Je l'ai intégré dans mon top 20 récemment. Euh, j'ai bien hâte de voir là, au camp d'entraînement comment tout ça va se dessiner. Et j'aimerais m'attarder à Isaiah Likely, Didier, parce que je pense peut-être on va avoir un changement de garde à Baltimore à la position d'alliés rapprochés cette année. Dans les 10 matchs que Mark Andrews a ratés au cours des 3 dernières années, Isaiah Lacley a été fort productif avec des récoltes de 530 verges, 7 touchés. Je pense que si on voit un changement de garde, je pense que Isaiah Lacley pourrait vraiment connaître une belle éclosion. Il est un joueur non repêché en ce moment au niveau fantasy, évidemment. Également, son pourcentage d'attraper est en ascension depuis sa saison recrue. Saison recrue, il captait 60% de ses passes. Maintenant, il est au-dessus de 75% de ses passes captées. C'est intéressant. Et on est toujours à la recherche, Didier, d'une troisième option dans le jeu aérien du côté des Ravens. On a, on a évidemment Zay Flowers. Là, on a signé Rashad Bateman. On peut penser que Rashad Bateman est la cible numéro 2. C'est la cible dans les zones profondes. Zay Flowers est la cible dans les zones courtes et moyennes en possession du ballon. Et je pense qu'un gars comme Isaiah Likely, qui est quand même imposant, si on lui donne vraiment du temps de jeu de qualité, pourrait connaître une belle saison fantasy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, c'est likely là, dans ce groupe-là de 16 à 20 là, qui est le plus intriguant. Puis classé 19e, mais peut-être tu sais, qu'il pourrait se retrouver dans le top 10. En tout cas, j'ai pas de misère à m'imaginer ce scénario-là. Ben, en tout cas, ben, écoute, Si de- Marc-André, merci pour ton classement. Oui, vas-y. Non, mais je disais, si demain matin, les Ravens échangent Mark Andrews, là, Isaiah Likely va faire quelques bons dans mon classement, assurément. Hmm. Ouais, non, définitivement, ça c'est certain. J'ai hâte de voir s'il va y avoir Mm. des transactions, peut-être pas d'ici au début du camp d'entraînement, mais lorsque les camps d'entraînement vont arriver vers la fin, tu sais, les vétérans, tu as mentionné quoi, Mhm. les noms de receveurs de passe, là, de Keenan Allen, de Mary Cooper. Rendu à ce statut de leur carrière, là, je suis certain, eux, ça les intéresse pas de participer au camp d'entraînement complet. Là. Fait que, tu sais, quand Mhm. il va rester environ peut-être 2 semaines, puis là, c'est là, probablement que ces joueurs-là vont être mis sous contrat par des équipes. T'sais, puis tu le sais, là, durant le camp d'entraînement, il y a toujours des blessés en plus. Donc, ça a des situations à surveiller, tout comme celle de Mark Andrews et les rapprochés. Peut-être que si une équipe a une blessure à la position des rapprochés, qu'on va appeler les Ravens, pour voir s'ils sont prêts à s'en départir. Mais quoique, Andrews, ça a été la cible favorite de Lamar Jackson. Puis Lamar Jackson, il a vraiment en haute estime Mark Andrews. Il était venu à sa défense, hein, après sa passe échappée Mhm. contre les Bills.
Puis Lamar avait dit, puis avec raison, il disait, hey, écoutez, moi, j'ai été victime de, je crois, c'était quoi, 2, 3 revirements lors de ce Mhm. match-là. Il dit, tu sais, si j'avais mieux protégé le ballon, ben, on n'aurait pas eu besoin que Mark réussisse ce catch-là. Tu sais, ça, j'avais vraiment apprécié ça de la part de Lamar Jackson. Bref, on verra qu'est-ce qui va arriver avec les Ravens et Mark Andrews au cours de la saison. Marc-André, je te remercie pour ta contribution au podcast, pour ta chronique Fantasy Football également. Et on vous remercie, les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines ou qui le regardent via notre chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On vous reparle la semaine prochaine.